Jésus t'aime. Peu de légendes du rock ont vécu avec autant de fracas, de chaos et de scandales que Mick Jagger. Figure éternelle des Rolling Stones, il fut à la fois l'icône d'une génération et l'homme derrière 8 enfants issus de 5 femmes différentes. Mais derrière ses performances électrisantes et ses hymnes gravés à jamais dans l'histoire de la musique, se cache une vie marquée par les excès, les luttes intimes et les choix qui ont bouleversé autant ses fans que ses propres camarades de groupe. Aujourd'hui, à 81 ans et après plus de 60 années passées sur scène, Mick Jagger accepte enfin de lever le rideau. Pour comprendre l'homme, il faut plonger dans les ombres de son parcours. Des plaines grises de Dartford jusqu'aux lumières aveuglantes des stades du monde entier. Michael Philip Jagger naît en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale. L'Angleterre vit au rythme des sirènes, des bombardements et des rationnements. Son père, Basil Joe Jagger, professeur de sport et homme de discipline, incarne la rigueur et le sens de l'effort. Sa mère, Eva, australienne d'origine, apporte au foyer chaleur et vitalité, mais aussi une fibre politique affirmée. Ensemble, ils éduquent Mick et son frère Chris dans une atmosphère d'équilibre, fermeté et curiosité. Mais le petit Mick, lui, semble déjà habité par une autre force. Dès l'enfance, il se tourne vers la musique, non par obligation, mais par passion. Il chante dans la chorale de l'église et s'abreuve de tout ce qui sort d'un poste de radio. La BBC lui enseigne la rigueur des classiques, tandis que Radio Luxembourg l'initie au blues américain. Muddy Waters, Little Richard, Chuck Berry deviennent ses maîtres invisibles. Mick ne se contente pas d'écouter, il imite, décortique, rêve. À 6 ans, une rencontre va marquer sa vie. Dans les couloirs de l'école de Dartford, il croise Keith Richards. Les deux enfants partagent une fascination pour les sons venus d'Amérique. Ils jouent ensemble, discutent de musique, mais la vie les sépare en 1954, lorsque la famille Jagger déménage à Wilmington. Chacun poursuit son chemin, sans savoir qu'un destin plus grand les attend. Mick, élève brillant, accumule les diplômes au Dartford Grammar School et entre à la prestigieuse London School of Economics. Sur le papier, il semble destiné à une carrière respectable. Politique, journalisme, affaires. Mais dans l'ombre, sa passion pour le blues grandit. Avec Dick Taylor, il forme un petit groupe de reprises. Pour Mick, ses chansons ne sont pas de simples airs. Elles sont une porte d'entrée vers un autre monde, brut, rebelle, vrai. Le 17 octobre 1961, tout bascule. Sur le quai de la gare de Dartford, Mick croise à nouveau Keith Richards. 3 ans se sont écoulés, mais l'étincelle est intacte. Mick tient sous le bras des vinyles précieux de Chuck Berry et de Muddy Waters. Keith reconnaît immédiatement ses trésors. Cette rencontre fortuite scelle un pacte invisible. Ensemble, ils vont changer l'histoire. Ils reformeront un groupe, The Blues Boys, avec Dick Taylor et d'autres musiciens. Ils répètent sans relâche, cherchant à capturer la force brute du Chicago Blues. Et alors que Mick poursuit ses études de finance, il réalise que rien, pas même la promesse d'une carrière politique, ne peut rivaliser avec l'appel de la musique. En 1962, le hasard et la passion ouvrent une porte définitive, Mick et Keith rejoignent Brian Jones et Ian Stewart. Ce qui n'était qu'une succession de répétitions devient une véritable tempête musicale. Le 12 juillet 1962, dans un club londonien, les Rolling Stones donnent leur premier concert. Le matériel est bricolé, l'organisation fragile, mais une légende vient de naître. Dans un Londres encore marqué par les ruines de la guerre, une bande de jeunes hommes ose faire rugir le blues américain. Ce soir-là, ils ne le savent pas encore, mais ils viennent de mettre le feu à une mèche qui embrasera le monde entier. L'ombre d'Andrew Loog Oldham plane sur les Stones dès leur début. Visionnaires à peine sortis de l'adolescence, ils poussent Mick Jagger et Keith Richards à franchir une étape décisive, écrire leurs propres chansons. Réticents au départ, les deux musiciens découvrent bientôt un terrain fertile, un langage commun qui va redessiner la carte du rock. Leurs premiers éclats, The Last Time en 1965, et surtout, l'explosif I Can't Get No Satisfaction. Un riff saturé, des paroles désabusées, et soudain, une génération entière trouve son hymne. Le morceau, numéro 1 aux États-Unis comme au Royaume-Uni, fait des Stones les « mauvais garçons » du rock, des rebelles à guitare dont chaque note semble défier l'ordre établi. Puis viennent les hymnes immortels, Painted Black, Ruby Tuesday,
Let's Spend the Night Together. Chaque chanson est une gifle, une provocation, un cri de jeunesse avide de briser les carcans d'un monde en mutation. Mais avec la gloire vient l'inévitable contrepartie, la surveillance. En 1967, la presse conservatrice s'attaque aux Stones. Un journaliste accuse Jagger de consommation de drogue, confondant en réalité Brian Jones avec lui. Mais le scandale est lancé. La police fait une descente au manoir de Keith Richards, Redland. Jagger et Richards sont arrêtés pour de simples délits mineurs, mais les peines tombent lourdes, 3 mois pour Jagger, 1 an pour Richards. Un choc. Pour beaucoup, il ne s'agit pas de justice, mais d'un avertissement politique adressé à la jeunesse contestataire. Même The Times, bastion conservateur, s'indigne et publie un éditorial resté célèbre, Who Break a Butterfly Upon a Wheel. Les peines sont réduites en appel, mais le mal est fait. La réputation des Stones comme hors-la-loi est gravée dans le marbre. 2 ans plus tard, le destin frappe plus durement encore. Brian Jones, le génial multi-instrumentiste qui avait donné son nom au groupe, s'enfonce dans ses démons. Ses problèmes judiciaires et son addiction le tiennent à l'écart. En juin 1969, ses camarades viennent le voir, Jones accepte de quitter le groupe. Quelques semaines plus tard, le 3 juillet, il est retrouvé mort, noyé dans sa piscine. Il avait 27 ans. Les Stones sont anéantis. Le concert gratuit prévu à Hyde Park 2 jours plus tard devient une veillée funèbre. Vêtu de blanc, Jagger lit des poèmes de Percy Shelley en hommage à son ami disparu, tandis que des milliers de papillons s'envolent dans le ciel. Puis la musique reprend. Le deuil se mêle aux accords. Mais la tragédie frappe à nouveau. Le 6 décembre 1969, en Californie, les Stones organisent un festival gratuit à Altamont, présenté comme le Woodstock de la côte ouest. L'événement dégénère rapidement, les Hells Angels, recrutés comme service de sécurité, sèment le chaos. Dès son arrivée, Jagger est frappé par un fan. Pendant Under My Thumb, une altercation éclate près de la scène. Un jeune homme est poignardé sous les yeux de la foule. Les Stones, ignorant du drame exact, continuent à jouer, craignant qu'un arrêt ne déclenche une émeute. Ce concert maudit, immortalisé dans le documentaire Jim Shelter, marque la fin d'une illusion. Le rêve hippie bascule dans la violence. Les Stones, meurtris mais pas brisés, continuent d'avancer. Les années 70 les consacrent. Sticky Fingé, Exil aux mains saints, Some Girls. Mais à l'aube des années 80, la fracture devient visible. MTV change les règles. Jagger veut évoluer, explorer. Richards veut garder les racines. En 1985, Jagger lance sa carrière solo avec She's the Boss, puis Primitive Cool. Richards se sent trahi. L'album Dirty Work, 1986, est le reflet d'un groupe en miettes, enregistré souvent séparément. Richards ridiculise Jagger en le surnommant Brenda ou encore Her Majesty. Le lien, pourtant, ne se rompt pas. Comme Richards l'admettra plus tard, nous ne sommes plus amis. Nous sommes frères. Même les blessures les plus profondes n'ont pas suffi à briser le ciment de leur histoire. Car derrière les piques, les trahisons et les colères, une vérité demeure. Les Stones ne peuvent exister sans cette étrange alchimie entre Mick et Keith. Sous l'impulsion décisive d'Oldham, Mick Jagger et Keith Richards furent poussés à écrire leurs propres chansons. Réticents au départ, ils donnèrent pourtant naissance à un partenariat musical qui allait redéfinir le rock pour plusieurs générations. En 1965, leur premier succès, The Last Time, annonça la couleur, mais c'est avec le tonitruant I Can't Get No Satisfaction que tout bascula. Son riff saturé, ses paroles acides et son énergie brute devinrent l'hymne d'une jeunesse en révolte contre un monde figé. Le titre s'installa en tête des classements, cimentant l'image des Stones en rebelles électriques. Les succès s'enchaînèrent, Painted Black, Ruby Tuesday, Let's Spend the Night Together, autant de manifestes sonores d'une génération prête à briser les conventions. Mais la gloire attira aussi l'œil scrutateur de la société. En 1967, des articles de presse dénoncèrent le mode de vie débridé du groupe. Une confusion entre Brian Jones et Mick Jagger déclencha une descente de police dans la maison de Keith Richards. Les arrestations firent scandale. Les peines prononcées, 3 mois pour Jagger, 1 an pour Richards, semblèrent disproportionnées, renforçant l'image des Stones comme symbole d'une contre-culture persécutée. Même The Times prit leur défense avec un éditorial resté dans l'histoire.
ou break à Butterfly Upon a Wheel. Mais la blessure la plus profonde vint de l'intérieur. Brian Jones, fondateur et âme instrumentale du groupe, sombré dans ses excès, devint une ombre isolée. En juin 1969, poussé à quitter les Stones, il mourut moins d'un mois plus tard, à seulement 27 ans. Le concert de Hyde Park, prévu comme une célébration, devint une veillée funèbre. Jagger, vêtu de blanc, lut les vers de Shelley pour Keats avant que des milliers de papillons ne s'élèvent dans le ciel. Quelques mois plus tard, un autre drame marqua à jamais leur histoire, Altamont. Ce festival gratuit, voulu comme un Woodstock de l'Ouest, bascula dans le chaos. Les Hells Angels, engagés comme service d'ordre, se montrèrent violents, et une altercation tourna à la tragédie en plein concert. Les Stones jouèrent, terrorisés, sans savoir l'ampleur du drame. Ce soir-là, le rêve des Sixties s'assombrit brutalement. Malgré tout, les Stones survécurent meurtris, mais pas brisés. Dans les années 70, l'alliance Jagger-Richard, les Glimétoins, offrit des albums phares, Sticky Fingers, Exile on Main Street, Some Girls. Mais les années 80 virent apparaître les fractures. L'ego de Jagger, ses envies de carrière solo, et l'attachement viscéral de Richard aux racines du groupe les opposèrent violemment. Les insultes fusèrent, les tensions éclatèrent. Et pourtant, malgré les querelles, malgré les trahisons, leur lien ne se rompit jamais. Mick Jagger demeura l'archétype de la rockstar magnétique, infatigable, insaisissable. Mais derrière la légende, il y avait l'homme. Un être traversé d'amour tumultueuse, de drames intimes et d'un rôle de père discret, trop souvent éclipsé par le vacarme des guitares et le tumulte des projecteurs.